Dans cette partie de l'émission, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent des erreurs de sympathie. Ils soulignent que la sympathie, en raison de son caractère émotionnel, crée un lien humain qui peut conduire à une expérience transformative. Ils se demandent alors comment utiliser cette crise de l'esprit pour briser les attachements et les liens créés par la sympathie. Bernard explique que lorsque la sympathie conduit à la crise de l'esprit, cela marque un tournant dans la vie d'une personne. Il soutient que lorsque les individus vivent ensemble une sympathie, ils doivent vivre un certain karma, une certaine programmation. Cependant, lorsqu'ils vivent la crise de l'esprit, ils se recentrent sur eux-mêmes et perdent la notion de l'importance de l'autre. Il souligne que l'homme est techniquement associatif et que cela crée l'architecture de nos sociétés et les relations humaines. Cependant, une fois que l'individu passe de la sympathie à la conscience de l'esprit et à la crise de l'esprit, la sympathie perd son pouvoir sur lui. L'homme devient alors asocial, ce qui signifie qu'il n'est plus déterminé par l'humanité dans sa conscience. Il ne fait plus de sa vie une carrière humaine, ce qui implique de prendre la responsabilité psychologique des liens sociaux. Au contraire, il entre dans le plein emploi de son esprit, se dissout sympathiquement de l'humanité et l'aperçoit comme un phénomène extérieur qu'il respecte mais dont il est totalement imperméable. Bernard mentionne également que, du point de vue de l'humanité pensante, la sympathie d'un homme de l'évolution serait considérée comme une trahison envers l'homme de l'involution. Les paramètres psychologiques seraient différents et l'homme de la sixième race racine devra vivre sa réalité en relation avec lui-même. Ainsi, l'homme de l'involution reconnaîtrait que l'homme de l'évolution est traître à l'humanité. En résumé, lorsqu'on traverse la crise de l'esprit après une expérience de sympathie, on entre dans une nouvelle phase de notre vie où la sympathie n'a plus de pouvoir sur nous. On devient asocial mais pas antisocial, puisqu'on continue à aimer les hommes mais on ne se laisse plus déterminer par l'humanité. L'homme évolué est considéré comme un traître à l'homme de l'involution, car il a franchi un pas de plus vers sa conscience individuelle. Dans ce texte, il est mentionné qu'être conscient est un état d'esprit et non une philosophie. L'individu conscient ne se base plus sur la mémoire, celle de la race, de ses parents ou autres, pour vivre sa conscience. Contrairement à l'homme en évolution, l'homme conscient n'a rien à ajouter à lui-même, il est complet et ne recherche ni l'éducation ni l'expérience pour se compléter. Être conscient signifie sortir de la mémoire de sa race et être propulsé à l'extérieur de sa propre mémoire. La conscience brise l'instinct de solidarité car elle ne peut pas se conformer au comportement de l'âme. L'exemple de la politique mondiale est donné pour illustrer l'idée de trahison envers son propre pays à travers des politiques d'immigration qui pourraient créer des conflits sociaux à long terme. Les politiciens jouent facilement le jeu de l'idiot en allant dans le sens de la masse pour être réélus, plutôt que de prendre des décisions intelligentes qui pourraient ne pas plaire à la majorité. Au niveau individuel, l'homme conscient devra poser des gestes politiques, c'est-à-dire prendre des décisions intelligentes, en fonction de la mémoire de la race. S'il n'est pas capable de le faire, il ne pourra pas polir sa conscience. L'auteur de l'extrait souligne que l'homme risque de perdre le contrôle de sa propre conscience face à une conscience collective. En posant des gestes intelligents, il est considéré comme un traître à cette conscience de masse car il remet en question les sentiments d'appartenance et de solidarité. Cependant, c'est en agissant de manière consciente et en se détachant de la masse que l'homme peut éviter les conséquences négatives de cette inconscience collective. L'auteur déplore également que la société actuelle privilégie la martialité physique plutôt que la martialité de l'esprit, ce qui entraîne une société de personnes inconscientes et médiocres. Il met en garde contre la propagation des attitudes violentes et extrémistes qui peuvent mener à des conflits ethniques dans le futur. Selon lui, l'environnement de l'homme conscient sera formé d'autres hommes conscients, avec qui il pourra travailler et évoluer ensemble. Cependant, pour parvenir à une véritable organisation et coopération entre ces hommes conscients, il est nécessaire de s'intégrer pleinement dans son énergie. Cela suppose une initiation personnelle et l'intégration des connaissances qui ne sont pas accessibles au reste de l'humanité. Selon Bernard de Montréal, un grand danger pour l'humanité consciente dans les générations à venir est la fanatisation de son être. Si l'homme ne parvient pas à intégrer son énergie, sa conscience deviendra fanatique. Ce fanatisme se manifestera par une perception limitée de soi-même et une incapacité à remettre en question sa propre vision du monde. Les liens avec les autres consciences seront alors difficiles à maintenir, car ces dernières seront plus sensibles et conscientes de l'imperfection de la conscience fanatisée. Le fanatisme peut se présenter sous différentes formes, mais il est basé sur l'incapacité de rompre avec sa perception limitée de soi-même. Le fanatisme
peut être évité en ayant quelqu'un pour confronter sa conscience et lui mettre en échec, car la conscience a besoin d'être mise en échec pour évoluer. Si le fanatisme n'est pas contrecarré, il empêche l'intégration de l'énergie et limite la liberté de décision et de pensée. Le fanatisme peut être associé à l'appartenance à une collectivité ou à une façon de penser, mais il doit être brisé pour permettre l'évolution de la conscience. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute du fanatisme et des dangers qu'il peut représenter, même au niveau individuel. Il explique que le fanatisme de l'involution, qui se manifeste à travers des idéologies et des mouvements collectifs, peut être communiqué et impacte de nombreuses personnes. Cependant, il met en garde contre une forme subtile de fanatisme interne, qui peut être encore plus destructeur, car il s'applique à des relations personnelles proches, comme la famille et les proches. Cette forme de fanatisme se manifeste lorsque l'on croit détenir une connaissance ou une perspective supérieure à celle des autres, ce qui peut entraîner des ruptures et des conflits dans les relations. Bernard de Montréal souligne l'importance du respect mutuel dans la conscience évoluée, affirmant que celui qui respecte les autres possède les vertus de l'amour intégral et de l'humanité. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde la question de l'amour et de l'isolement des individus conscients. Il explique que l'être conscient recherche souvent l'isolement car il est déçu des relations humaines. Il cherche une alliance et un échange, mais les conditions humaines et les déceptions constantes rendent cela difficile. L'isolement n'est donc pas choisi par l'être conscient, mais plutôt une nécessité pour éviter les déceptions. Cependant, Bernard de Montréal souligne une différence entre les personnes qui prennent leur distance des autres et celles qui sont rejetées par les autres. Il considère que le fait pour une personne d'isoler les autres est une forme de fanatisme, car cela implique de se donner une valeur supérieure. En revanche, prendre ses distances en raison de l'incapacité des gens à se comprendre mutuellement est considéré comme une intelligence et une protection de sa propre énergie. La déception intelligente est liée à la protection de soi et de son environnement, tandis que la déception invalide est basée sur l'évaluation de soi et le désir de reconnaissance de sa propre valeur par les autres. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M explique que les individus conscients et équilibrés ont une parfaite compréhension d'eux-mêmes et sont capables de gérer leur territoire énergétique sans être perturbés par les autres. En revanche, les individus qui manquent de cette connaissance de soi perturbent constamment ceux qui sont conscients, obligeant ces derniers à se retirer ou à établir des relations avec des personnes sensibles qui peuvent entrer dans leur territoire sans le perturber. L. Ménard, DM, interroge alors sur la façon de faire prendre conscience à une personne qui est fanatique d'elle-même qu'elle est enfermée dans sa tour d'ivoire. BDM répond que cela peut être fait soit par des individus capables de le faire, soit par la vie elle-même si personne n'est capable de le faire. Il explique que le fanatisme de l'involution est psychologique, tandis que le fanatisme occulte dont il parle est capable de magnétiser complètement l'individu. Bernard de Montréal explique que chaque individu a un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité et que tous les hommes sont nécessaires les uns aux autres. Cependant, il souligne également qu'il ne faut pas se laisser piétiner indéfiniment par les autres. Il explique que l'homme doit prendre conscience de sa propre évolution et de la nécessité de protéger son territoire, que ce soit sur le plan physique, politique, spirituel ou psychologique. Cela implique de ne plus subir les influences néfastes des autres et de faire preuve de discernement dans ses relations. Bernard de Montréal insiste sur l'importance de prendre la responsabilité de son propre rôle dans l'évolution de l'humanité et de faire face à l'opposition qui peut surgir. Le texte parle de l'importance pour l'homme de penser de manière intégrale et sans condition pour devenir un initié. Un initié ne se limite pas à la mémoire collective de l'humanité, ce qui lui permet d'apporter de nouvelles connaissances non révélées. Cela ouvre la voie à de nouvelles sciences qui correspondent à l'épuisement des forces animiques et au développement des forces de l'esprit. Ces avancées pourraient éventuellement conduire à la matérialisation des hommes immortels, au voyage dans le temps, à la création d'univers parallèles, etc. L'auteur souligne également que l'évolution future de l'humanité ne peut pas être envisagée de la même manière qu'aujourd'hui. L'homme est en constante évolution et des progrès importants sont à prévoir dans les domaines scientifiques et techniques. Par exemple, l'atomisation de l'atome et la radioactivité ont des effets sur la planète et sur l'homme, mais l'homme aura la capacité de dépasser ces contraintes grâce à des dermato-ondes remplies de force vitale. Cette évolution mènera à une prise de contrôle de la Terre et à l'évolution de la conscience. L'évolution de la psychologie sera plus lente que celle de la science, car elle implique des changements profonds au niveau des peuples et des races. La science et la psychologie sont liées,
et l'évolution de la technologie permet à l'homme de s'adapter plus facilement, comme c'est le cas avec la réalité virtuelle. Finalement, la science et la psychologie se rapprocheront de plus en plus jusqu'à ce qu'elles se rencontrent et mènent à une conscience supérieure. Dans cette discussion, les interlocuteurs soulignent que le plus grand problème de l'homme moderne n'est pas tant la pollution mécanique sur Terre, mais plutôt le décalage entre son rythme psychologique et le rythme rapide de création technologique. Ce décalage peut entraîner une psychose chez ceux qui ne sont pas capables de suivre le rythme. Il mentionne également que l'accès à l'information sur Internet est limité à ceux qui peuvent se connecter, et que le danger réside dans le fait que l'homme moderne ne parvient pas à s'adapter au rythme rapide des avancées technologiques. Ils expliquent que celui qui est conscient de son propre rythme et qui sait prendre le temps nécessaire pour assimiler les nouvelles technologies peut voir leur valeur et les utiliser de manière adaptée. En revanche, celui qui ne parvient pas à s'ajuster au rythme technologique peut développer une psychose et perdre de la valeur dans un monde en constante évolution. Il conclut en disant que la conscience de son propre rythme est essentielle pour comprendre et s'adapter aux changements du monde moderne. Dans cette conversation, il est évoqué le fait que la vie devient ennuyeuse lorsque l'on devient trop conscient. On devient moins intéressé par les choses qui nous amusaient autrefois et on se tourne vers des sujets comme les extraterrestres. Cependant, cette recherche ne mène pas à grand-chose, ce qui renforce l'ennui. L'homme sera donc obligé de s'ajuster à un nouveau rythme de vie pour retrouver le plaisir de vivre. L'homme nouveau devra également traiter les impressions de manière créative afin de s'adapter à un nouvel état d'esprit. La conversation devient ensuite plus personnelle, où l'intervenant parle de sa propre expérience à Rome et comment il a vu les choses de manière différente grâce à sa conscience élargie. En fin de compte, il est expliqué que la conscience provoque une souffrance plus intense, car elle met en évidence une volonté supérieure qui n'est pas encore maîtrisée. Le but final de la conscience et de la fusion est de dominer l'occulte. Pour cela, il est nécessaire de neutraliser la spiritualité par rapport à l'occulte. Cela implique un changement radical de perspective. L'instruction joue un rôle crucial dans ce processus. L'auteur exprime sa joie d'avoir détruit l'occulte dans la conscience humaine et souhaite que d'autres fassent de même afin de devenir enfin libres de l'occulte. Cela implique de maîtriser nos sentiments d'âme liés à cela et de tuer les symboles qui nous font vibrer. L'auteur affirme avoir détruit la sympathie pour l'occulte grâce aux souffrances qu'il a endurées. Il souligne cependant qu'il est nécessaire que l'homme s'éveille à lui-même pour mettre fin à sa souffrance et retrouver la joie de vivre d'une manière différente de celle d'avant.